Je te passe la parole, Maria Giulia, qui travaille au FNRS en Belgique et à l'Université de Liège, et que vous voyez va parler introduction à la sémiotique de l'énonciation machinique et l'image analysée et produite via l'IA. Merci Maria Giulia, à toi la parole. Merci beaucoup Juan, merci à tout le monde d'être ici. Je vais être très longue et j'espère que vous tiendrez le coup. J'espère le tenir aussi. Mais effectivement, je me suis retrouvée avec beaucoup de choses à dire, notamment pour lier les questions techniques aux questions qui nous intéressent, notamment la traduction et l'énonciation. C'est parti. Alors, cette année, notre séminaire est donc consacré à l'intelligence artificielle. Notre but est celui de nous confronter, comme toujours, avec des spécialistes de la question que nous allons aborder et que nous pouvons définir en première instance et de manière très large comme concernant les technologies et les pratiques d'automatisation des actions humaines. Mais nous allons aussi tenter de trouver une voie théorique et méthodologique qui nous soit spécifique, à savoir une voie qui puisse mettre au service de la communauté notre savoir-faire théorique et méthodologique, notamment de la sémiotique post-grémacienne, qui est celle qui, pour la plupart d'entre nous, est la plus opérationnelle face à l'analyse des différents langages. Si dans notre argumentaire, nous avons choisi l'énonciation et les filtres passionnels pour aborder l'IA, vu aussi que l'IA suscite, on ne pourrait plus de débats et de conflits, nous aurions peut-être dû ajouter la notion de traduction, car lorsque nous avons affaire avec l'altérité de la machine et des langages artificiels, il faut toujours penser qu'il faut une théorie de la traduction pour s'en emparer. L'intelligence artificielle a une longue histoire, un peu plus longue à peine que la sémiotique grémacienne, qu'on peut au moins faire remonter aux années 50 et à la machine de Turing, qui demeure le modèle théorique fondamental de toute computation. C'est le début de la numérisation et de l'automatisation des calculs. Les termes d'IA, d'intelligence artificielle, recouvrent à chaque période des technologies différentes, qui se dépassent l'une l'autre ou bifurquent et se différencient en des ramifications complexes. Pourtant, ce qui la caractérise comme élément de distinction à chaque décennie est le fait qu'elle nous propose des outils qui essaient de simuler de manière de plus en plus convaincante et de plus en plus capillaire la spécificité de l'humain dans son cadrage, dans son langage et dans ses pratiques, y compris des pratiques de la pensée. Dans les années 50, Turing se pose en effet une question fondamentale. La machine peut-elle penser? Et ceci dans les célèbres articles Computing, Machinery and Intelligence, publié dans Mind en octobre 50. Ceci dit entre parenthèses, pour une discussion philosophique de l'origine, de l'histoire et du développement de la machine de Turing, je vous conseille la lecture du livre qui s'intitule Turing de Jean Lassègue, paru en 98 aux Belles Lettres. Jean Lassègue sera d'ailleurs l'un de nos premiers invités le 20 décembre prochain et nous parlera de la métaphore à l'ère du chatbot. D'autres origines ont aussi été proposées, par exemple celle qui remonte à 1949, lorsque Warren Weaver a écrit un mémorandum sur la traduction automatique des langues qui suggère qu'une machine puisse accomplir une tâche qui relève typiquement de l'intelligence humaine. Si nous faisons un grand saut pour en venir à l'histoire récente, ne pouvant pas reparcourir toutes les étapes de ce que recouvre le terme d'intelligence artificielle, Wikipédia est très bien pour cela, on arrive à la moitié de la deuxième décade des années 2000 et les défis principaux de l'IA à cette époque sont notamment 4. La prise de décision autonome, sur laquelle je ne reviendrai pas, la perception visuelle, la compréhension du langage naturel écrit et parlé, l'analyse automatique du langage. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de la compréhension du langage humain, ni de son analyse, mais aussi de sa reproduction automatique, comme on le verra pendant mon intervention.
Dans notre monde contemporain, l'automatisation des calculs est habillée par des applications qui incluent toutes sortes de moteurs de recherche. Pensez à Google, qui à chaque recherche pêche et hiérarchise dans une immense encyclopédie de données. Les systèmes de recommandation, les voitures autonomes. Uber a pour l'instant renoncé aux voitures autonomes, mais il a été un des premiers à s'y intéresser. Des programmes compétitifs dans les jeux de stratégie, les chatbots évidemment, et plus récemment, diffusés au grand public en 2022, les outils de génération d'images. Évidemment, toutes ces applications de l'intelligence artificielle et les outils qui en découlent soulèvent des questions passionnelles, mais surtout éthiques et juridiques. Je ne toucherai pas à ces questions dans mon exposé aujourd'hui, mais je crois que plusieurs intervenants le feront, à commencer par Juan aujourd'hui, et ceux qui, comme Alberto Romele, travaillent sur l'éthique de l'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années. Vous voyez ici son dernier livre, Digital Habitus, A Critique of the Imaginaries of Artificial Intelligence, paru chez Routledge. Romele a aussi travaillé sur les images qui vulgarisent l'IA, comme celle-ci par exemple, et qui s'appuient souvent sur l'iconographie religieuse traditionnelle ou du sacré. Ces images posent évidemment des questionnements éthiques, car elles déplacent l'attention du travail et des opérations computationnelles vers l'image de Dieu et du rapport entre humain et divinité, comme si l'intelligence artificielle concernait un événement quelque peu magique. Avant de passer à ma première partie, je tiens aussi à rappeler que l'intelligence artificielle ne se limite en tout cas pas à des questions de mathématiques, statistiques et informatiques. Elle s'appuie aussi sur les sciences cognitives, sur la philosophie et la logique et sur la neurobiologie computationnelle qui a permis le développement des réseaux de neurones qu'on utilise dans le deep learning sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mon intervention se composera de deux parties principalement. Après une introduction à notre séminaire et à la thématique choisie cette année, je me consacrerai à une première partie qui abordera les problèmes de l'énonciation dans le cadre de l'intelligence artificielle. J'envisagerai trois sortes de relations entre les problèmes que pose l'intelligence artificielle et l'instrument théorique et méthodologique de l'énonciation qui permet, à mon avis, sinon de résoudre ces problèmes, au moins de les encadrer de manière pertinente et de davantage les comprendre. Ce sera seulement dans une seconde partie que j'aborderai ma recherche personnelle sur l'analyse des bases de données, faisant état également de mon projet de recherche actuel, financé en sémiotique, computer vision et digital art history, financé de 2022 à 2025 par le FNRS, qui a pour titre Vers une généalogie de formes visuelles, sémiotique et approche computationnelle de larges collections d'images, qui m'a permis aussi de recruter Adrien de Liège, qui a gentiment relu et relu mon texte et qui a fait quelques corrections. Il s'agira évidemment d'aborder une sous-partie de ce que couvrent les termes d'intelligence artificielle et notamment de discuter la manière dont la computer vision, de manière conjointe avec d'autres disciplines comme l'histoire de l'art et celle qui s'appelle depuis presque une vingtaine d'années Digital Art History, permettent d'un côté d'analyser, via les algorithmes appropriés, de larges quantités de données, visuelles dans mon cas, les Big Visual Data, et visualiser les résultats de ces analyses, et de l'autre, de générer automatiquement des énoncés, dans mon cas, des images. Je me consacrerai donc à vous montrer deux manières de faire parler les ensembles massifs de données, les big data, à savoir les bases de données. Les analyses constituent la première manière, en termes chronologiques, chronologie de la recherche, d'utiliser ces big data organisés en base de données. Ces analyses statistiques se constituent ainsi en des visualisations d'images, comme par exemple celle-ci. Celles-ci sont des exemples de visualisation de bases de données selon des questions qu'on pose à la machine. La seconde manière, je reviens à cette diapo, la seconde manière d'utiliser ces collections de données est de générer de nouveaux textes verbaux et, dans notre cas, visuels, à travers des opérations, voire des instructions qu'on effectue sur ces bases de données. Alors, je vous montre ce que nous sommes en train de produire à travers Midjourney, mais aussi Dalles, Stable Diffusion, etc.
Ça, ce sont des expériences qu'on a fait avec Enzo D'Armenio et Adrien de Liège et sur lesquelles je reviendrai. Ces modèles traduisent des énoncés verbaux appelés prompts en des énoncés visuels ou vice-versa, produisent des énoncés verbaux dans le but, par exemple, de décrire une image que l'utilisateur propose à Midjourney. Ça, c'est une autre expérience qu'on a fait. On a demandé à Midjourney de décrire une image du premier Rothko. On a eu 4 différentes descriptions et ensuite on a pris une des descriptions et on a demandé à Midjourney de produire une image. Et voilà l'image qui a été produite avec la description d'image de l'image de Rothko. Bon, vous verrez beaucoup d'autres exemples, mais c'est simplement pour vous donner un panorama le plus large possible avant de rentrer dans les questions un peu plus difficiles. La génération de textes visuels via ces modèles nous intéresse, j'oserais dire, même davantage que les expériences par ChatGPT, car dans le cadre de la génération d'images, non seulement une première forme de traduction très générale est à l'œuvre, est à étudier, à savoir la traduction qui s'effectue entre la langue de la machine et les langages humains, sur lesquels je reviendrai dans un instant, mais aussi et surtout la traduction entre les langages verbal du prompt, l'instruction qu'on donne à Midjourney, et les langages visuels, les produits de Midjourney, qui passent à travers des opérations déterminées par apprentissage grâce à des bases de données verbales et visuelles. La base de données occupe donc dans ces opérations d'analyse, de traduction et production d'énoncés un rôle important, rôle qui peut, en termes sémiotiques, être conçu à l'instar de l'encyclopédie selon Umberto Eco, ou en termes greimassiens et post-greimassiens, du lieu de la sédimentation des formes discursives, verbales, visuelles, qui occupe évidemment la base de données, occupe ici la place de la virtualisation. Et à partir desquelles ces formes qui ont été sédimentées, on peut produire à partir de ces formes sédimentées de nouvelles paroles, réalisations, automatiquement, évidemment, parce qu'on a affaire avec des langages artificiels. Et nous voici, après l'introduction de mon intervention, arrivés à la première partie de mon exposé, où non seulement je justifierai l'intérêt sémiotique pour les problèmes de l'IA en termes de traduction, mais je vous exposerai les 3 manières d'utiliser la théorie de l'énonciation pour aborder ces questions. Si nous nous posons la question très simple de savoir pourquoi il faut aborder l'intelligence artificielle en sémiotique, la première réponse, la plus banale, mais la plus fondamentale, est parce que l'IA met au centre de ses expérimentations la traduction entre langages. Quelle traduction? De manière très générale, 2 sortes de traductions. La première concerne la traduction entre les référents machiniques faits des nombres, des 0 et des 1, et le langage naturel via un langage artificiel. La définition d'un langage artificiel est la suivante. Il n'y en a pas. Un système d'expression construit à partir des signes linguistiques et ou d'autres symboles pour réduire l'ambiguïté et la variabilité propres aux langues naturelles et gouverné par des règles explicites et prescriptives d'utilisation. Dans le domaine de l'informatique, ces langages artificiels prennent le nom de langage de programmation, langage dont les règles sont explicitement établies avant son utilisation et se basent sur les mathématiques. Du côté de l'humain et des sciences du langage, il s'agit en premier lieu d'étudier la traduction entre la langue de la machine et les langages naturels en termes d'énonciation et de conversion entre ces 3 niveaux, du plus abstrait au plus figuratif, et vice-versa. Attendez que je... Voilà, nous sommes là. Je parle des niveaux de la machine, vous le voyez, c'est ici, machine Turing von Neumann, referent en anglais. Les niveaux médiateurs, que c'est celui du langage d'assemblage,
ensuite les langages de programmation et ensuite les langages naturels. La traduction est ici pertinente. La traduction est ici pertinente si nous prenons en considération le fait que l'homme a dû en premier lieu trouver une manière de traduire son intelligence et sa manière de penser en un langage qui dépend de la logique et des mathématiques. Une seconde forme de traduction est à l'œuvre aujourd'hui. Voilà que je trouve finalement. Non, pardon, hein, je me réembobine. Une seconde forme de traduction est à l'œuvre aujourd'hui, qui est un produit de la première forme de traduction, celle entre le langage verbal des instructions qu'on donne à la machine et les autres langages dans lesquels les produits de ces instructions sont générés. Dans le cadre de l'intelligence artificielle générative, à travers les instructions en langage verbal, on génère des films, des vidéos, des images, par exemple. Et vice-versa, comme déjà mentionné, on peut automatiquement décrire des images et des vidéos via le langage naturel. Venons-en aux trois formes de l'énonciation que je vous ai annoncées et qui permettent, à mon sens, d'analyser certains fonctionnements de l'intelligence artificielle. Dans le cas de l'IA, le problème de l'énonciation est présent sous plusieurs formes et non seulement dans ses aspects les plus spectaculaires, comme la robotique, qui pose effectivement de manière éclatante la question de comment rendre la machine proche de l'humain dans ses activités quotidiennes ou même comment la rendre empathique. Une première forme de traduction-énonciation concerne donc l'énonciation comme théorie de l'adresse. Je ne veux pas parler ici d'énonciation comme théorie de l'intersubjectivité en discours, mais tout au moins comme théorie de l'adresse. Cette question de l'adresse en robotique est abordée en sémiotique par des chercheurs qui travaillent à l'Université de Bologne, notamment avec Claudio Paolucci, et qui se posent la question de l'adresse comme acte de langage du robot et de la compatibilité entre robot et humain, aussi en termes de visage et d'apparence. Je vous signale à ce sujet un travail en cours, voilà, d'une des doctorantes de Claudio qui s'appelle Martina Baccaro et qui a fait un travail sur la similarité faciale et corporelle des robots lors du colloque que j'ai organisé en janvier dernier à Liège avec Massimo Leone et Claudio Paolucci sur les visages et l'IA et qui avait pour titre Face It. Cette étude qui s'intitule Why do robots have faces? A cognitive semiotic perspective on human likeness in robots n'a pas encore été publié, mais il le sera bientôt dans un livre organisé par Massimo Leone qui va paraître dans sa collection Routledge, dans une collection qui s'intitule Facets Advances in Face Studies. L'apparence dans la robotique n'est pas tout, n'est-ce pas? C'est ce que nous montre Martina dans son travail expérimental. En outre, nous accueillerons parmi nos invités le 31 janvier prochain Chiara Cappelletto de l'Université de Milan, qui abordera l'adresse en robotique du point de vue de la sensation de chaleur. Pour accomplir le projet du devenir humain, la robotique travaille aussi sur les sens du toucher et sur la chaleur. Une autre intervention qui prendra en considération la théorie de l'énonciation comme théorie de l'adresse de et vers la machine sera celle de Didier Tsala-Effa. Venons-en à une deuxième acception de la relation entre théorie de l'énonciation et intelligence artificielle, et notamment à la question concernant la manière dont on peut schématiser la médiation entre la langue de la machine et les langages de programmation, qui rendent cette langue employable au sein d'un dialogue entre justement la logique numérique de la machine et les langages naturels. Cette traduction entre les langues machines et les langages humains est un problème spécifiquement sémiotique car il concerne l'acte de débrayage, voire de mise en mouvement de la langue vers la parole, comme l'ont très bien argumenté Andrea Valle et Alessandro Mazzei dans un article de 2017 que j'ai déjà cité et abordé ici dans ce séminaire en 2019 lorsque j'avais pris la parole sur les algorithmes comme actants collectifs. La thématique de l'année de séminaire était justement la constitution des collectifs, créativité des groupes, projet participatif et reconnaissance institutionnelle. Je vais les reprendre aujourd'hui. Mais gardez en tête que l'algorithme est évidemment un actant collectif. La deuxième acception d'énonciation concerne donc l'énonciation comme médiation entre langue et parole.
Je viendrai tout à l'heure à la troisième et dernière, vous l'avez déjà vu, troisième et dernière acception d'énonciation, celle qui aborde la praxis énonciative et la relation entre innovation et sédimentation, et sur laquelle je me pencherai dans la seconde partie de mon exposé. Sur l'énonciation comme médiation, je suivrai donc l'article d'Andrea Valle et Alexandro Mazzei de 2017 ayant pour titre Sapir-Whorf versus Boas Jacobson, Enunciation and the Semiotics of Programming Languages. Nous identifions à travers cet article 3 niveaux de pertinence sémiotique qui peuvent être stratifiés selon leur degré d'abstraction figurativité. Comme vous le voyez ici, abstraction totale, les référents machines, figurativité, langage naturel. Et tous les strates entre les référents abstraits et les langages naturels, qui doivent passer à travers les langages d'assemblage, les langages de programmation. Ces schémas montrent justement la stratification des 3 langages. On ne peut pas dire que la machine a un langage, mais on l'appelle langue. La langue de la machine proprement dite, qui se décline en un système binaire de signes, voire en une alternance et une combinaison de 0 et 1, celui-ci est, selon les termes de Tanaka Ishii, qui a écrit un livre très important qui s'intitule Semiotics of Programming en 2010, c'est pour elle le système binaire, c'est le seul système de signes de grande échelle possédant un interprète totalement explicite et totalement caractérisé, externe au système interprétatif humain. Le langage d'assemblage, le langage dit d'assemblage, il est médiateur entre la langue de la machine et le langage de programmation, qui peut être considéré, ce langage d'assemblage, comme déjà constitué d'un premier recouvrement linguistique, ce qu'on appelle une enveloppe linguistique. Troisième niveau, le langage de programmation proprement dit, qui est un code, voire une forme d'écriture. Selon la définition de Turing, énoncée dans son texte fondamental sur la théorie de la computation de 1936, ayant pour titre Uncomputable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, Proceedings of the London Mathematical Society. Un langage de programmation est un langage formel qui implémente une machine abstraite qui effectue des opérations de lecture et d'écriture sur une mémoire infinie. C'est écrit ici. Avec cette définition, nous pouvons déjà voir un aperçu de la relation des 3 langages et de leur conversion. Évidemment, le référent machine n'est qu'un système basé sur la logique mathématique. Il s'agit d'un système sémiotique, mais pas linguistique, basé sur la logique, mais pas linguistique et d'ailleurs totalement non ambigu. Pour Valle et Mazzei, il s'agit du système langue entendu comme un référent abstrait. Dans un entretien d'Andrea Valle avec Pierluigi Basso et moi-même, publié dans la revue May, Médiation et Information, dans un numéro que j'avais dirigé avec Pierluigi et Marion Colablaise, ayant pour titre La communication à l'épreuve du geste numérique, en 2019, il rappelle que la machine, en tant que dispositif d'écriture et lecture, est, je cite Andrea Valle, capable de convertir une représentation en une pratique. Le problème n'est pas la représentation en tant que telle, mais bien au contraire les comportements conséquents. Revenons à notre schéma qui exemplifie en somme la relation entre, d'un côté, la machine en tant que référent, lieu de stockage à la mémoire infinie, que des commandes mettent en œuvre, et de l'autre, les langages naturels. Entre ces 2 strates se jouent des interprétations mutuelles, où l'interprétation doit être entendue comme une chaîne de substitution, à savoir comme une conversion entre strates. Du point de vue humain du programmeur, il s'agit d'une conversion du niveau linguistique de surface vers des variations de l'état de la mémoire physique, au niveau le plus profond du référent, qui garantit une interprétation non ambiguë. Le niveau de la machine, identifiable comme le référent justement, doit être considéré comme constitué d'une mémoire et d'un dispositif qui peut la manipuler, composé d'un kit d'emplacement mémoire discret qui dépendent du design du processeur.
En effet, les opérations sur la machine sont effectuées via un codage performé par les processeurs. Chaque opération est codée dans un format d'instruction binaire dont chacun est composé d'un mot binaire indiquant l'opération et d'un numéro d'un autre code binaire représentant une destination parmi toutes les destinations de la mémoire. Les langages d'assemblage. Qu'est-ce que les langages d'assemblage? On a parlé de la machine, on a parlé du référent. Okay? Maintenant, c'est le langage d'assemblage qui est médiateur entre la machine et les langages de programmation. Rappelez-vous que les langages de programmation sont des codes, donc des écritures. Donc, on se rapproche petit à petit de l'humain et de nos pratiques d'écriture. Les langages d'assemblage introduisent une forme de représentation linguistique pour identifier les opérations appliquées, store, load, add, par exemple, ainsi que des références symboliques via un système de noms associés à des groupes d'instructions ou à des destinations de la mémoire. Ce qui est contrôlé à ce niveau, ce sont des opérations possibles sur l'emplacement de la mémoire. Enfin, les langages de programmation sont positionnés au troisième niveau du schéma, proche des langages naturels, vous voyez, étant donné qu'ils introduisent des instructions de contrôle du flou et des constructions d'un langage spécifique. Ces constructions peuvent différer de manière importante d'un langage de programmation à l'autre. Comme l'affirme Andrea Valle dans un article de 2019 consacré à l'un des premiers programmes informatiques basiques, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, il existe une prolifération des dialectes à partir de la version de base de ces codes. Ces différents dialectes fournissant des ordres d'exécution qui sont partiellement différents ainsi que des syntaxes qui sont mutuellement incompatibles. Vous vous rendez compte qu'il y a de la rhétorique déjà au niveau des langages de programmation. Une dialectisation de ce genre fait en sorte que des programmes dialectes ne sont exécutables qu'à l'intérieur du cadre de la communauté des programmeurs de ces dialectes. Comme le rappelle encore Valle, il existe d'ailleurs un vademecum, de Basic Handbook, visant la conversion d'un dialecte à l'autre parmi les milliers disponibles, ainsi qu'une importante littérature sur les styles de programmation, dont, je vous en cite que deux, Elements of Programming Style de Kernighan et Plauger, et qui donne de véritables conseils de style aux programmeurs, et Exercises in Programming Styles de Cristina Lopez, qui débute son livre en revenant sur la notion de style reprise des exercices de style de Queneau et discute les styles à contrainte en informatique. Ce livre porte sur l'importance de bien écrire les programmes, non tant pour la machine qui élimine tout ça, mais pour l'usager. En effet, Andrea Valle affirme aussi que les trois langages de programmation qu'il prend en considération, à savoir Python, Supercollider et Basic, sont associés au même plan de contenu au niveau du langage machine. C'est pour ça que je vous ai dit, la machine les ignore. Parce que tous ces dialectes pour la machine ne servent à rien, c'est seulement adressé à la communauté. Tous ces problèmes de style sont adressés à la communauté. Il faut évidemment entendre même, c'est-à-dire tous ces dialectes sont associés à un même contenu pour la machine. Il faut entendre même du point de vue de l'interprétation machinique qui est totalement non ambigu. Tous ces langages peuvent être considérés comme équivalents du point de vue de la machine, mais pas du point de vue des usagers. Je reviens sur la question tout à l'heure. L'objectif pour la sémiotique devrait être d'étudier non seulement les conversions d'une strate à l'autre, d'un système sémiotique à l'autre, entre la langue comme référent machinique abstrait et les langages naturels, mais aussi les différents styles rhétoriques des langages de programmation. Valle et Mazzei, on reprend l'article de 2017, affirment eux aussi que, comme tous ces langages de programmation sont capables d'exprimer la même chose du point de vue de la machine, c'est-à-dire les mêmes états et les mêmes opérations vis-à-vis de la machine entendue en tant que système de référence, la variété de ces langages s'explique notamment par la nécessité d'exprimer pour la communauté ces mêmes choses mieux. Mieux dans quel sens? Plus efficacement, plus élégamment, plus clairement, plus rapidement. En somme, certaines choses sont mieux exprimées par certains langages de programmation que d'autres. Du point de vue de l'utilisateur, on prend donc en considération les schémas inverses maintenant
du langage de programmation, en haut, à la langue machine via le langage d'assemblage. On fait les chemins inverses. Le langage naturel traduit le système des opérations envisagées sur la mémoire, telles que la machine les établit à travers un lexique dont le spectre sémantique se réfère aux opérations opérées par la machine abstraite. Ce parcours convertit le métalangage descriptif du système symbolique naturel, le nôtre, vers un langage formel. Dans ce parcours, au niveau de l'assemblage, les données stockées dans une cellule de la mémoire de la machine sont converties à travers un emprunt du langage naturel. Pensons aux ordres tels que store, add, load. Il existe aussi, à ce niveau d'assemblage, la possibilité d'utiliser des noms symboliques afin d'insérer le langage naturel dans les codes. Par exemple, lors de l'opération de labellisation, où l'on utilise des signifiés arbitraires avec l'objectif d'introduire un sens linguistique qui permet la lisibilité humaine du code. Mais l'emprunt du langage naturel ne se limite pas à l'étiquetage, car l'énonciation joue déjà au niveau du langage d'assemblage. En effet, le langage naturel peut apparaître intégralement et directement dans le langage d'assemblage à travers la possibilité d'intégrer des commentaires, à savoir des phrases que l'interprète machine élimine tout de suite et qui sont donc exclusivement adressées à l'interprète humain. Valle Mazzei affirme à ce propos que l'insertion des commentaires pour la communauté concernant les langages impératifs se présente dans Python à travers les caractères dièse qui précèdent les lignes 1, 2, 3, 4 de cette écriture de code. Print on the screen and determines whatever sont des commentaires, à savoir des marqueurs énonciatifs qui, du point de vue du programmeur, sont reconnus et fonctionnent donc comme un embrayage, la communauté des programmeurs, à savoir comme quelque chose de reconnaissable dans la communauté, mais l'interprétation machinique saute ces commentaires, voire les ignore. Le rôle des commentaires est d'expliquer ce que fait un bout de code, comment utiliser un bout de code, quelles en sont les limitations. C'est du langage naturel, il n'y a pas de règles particulières à appliquer ici, si ce n'est, dans le cas de ce langage de programmation de Python, de commencer les commentaires par un dièse. Nous sommes ici au cœur de la différence entre l'interprétation machinique et l'interprétation humaine. D'autres insertions se manifestent dans le cadre du langage d'assemblage au niveau syntaxique. Vous les voyez ici, en incluant des prépositions, des conjonctions, par exemple pour contrôler les flux d'informations. Vous voyez ici if, for, while, etc., qui rapprochent les codes d'un pseudo-anglais. Si l'on se déplace au niveau des langages de programmation, dont on a déjà parlé, on l'a déjà dit, une prolifération des stratégies discursives se met à l'œuvre. Et là, ce n'est pas seulement la syntaxe qui est concernée, mais aussi la sémantique qui devient pertinente pour répondre à des besoins expressifs spécifiques, ce qui ouvre à de véritables alternatives stylistiques appartenant aux différentes communautés de programmeurs. À ce propos, Valle Mazzei aborde justement la question des styles énonciatifs dans des langages de programmation différents, ce qui revient à explorer la manière dont les catégories de l'énonciation, la personne, l'espace et le temps, sont définies et exploitées par chacun d'entre eux. Nous ne prendrons qu'un exemple parmi ceux étudiés par Valle Mazzei, celui des langages impératifs. Du point de vue de la personne, la dimension énonciative est celle de la commande. De l'impératif, une sorte de débrayage énonciatif produisant un je-tu où le mode d'existence est double. Actualisé, car il s'agit d'un kit d'instruction, et en même temps réalisé. Le texte d'instruction est en même temps déclenché, effectué. En ce qui concerne l'espace de l'énonciation, il faut le penser en rapport avec l'emplacement de la mémoire qui, dans les langages artificiels de la programmation, prendre la place de l'espace énonciatif de référence qui est le nôtre, c'est-à-dire notre corps. Quant à la temporalité de l'énonciation, la logique de la commande ne renvoie ni à un passé ni à un futur
de l'action. Vous vous rappelez que je vous ai parlé, j'ai cité Andrea Valle lorsqu'il disait, à chaque fois qu'on donne un ordre, ce qui compte, c'est la pratique, c'est l'action qui se déclenche. Donc, il n'y a pas de passé, la temporalité, ça ne concerne pas ni un passé ni un futur de l'action. Toute commande prescrit une action dont la validité se réfère au temps de sa propre énonciation, exécution. La séquence des énoncés coïncide donc avec l'avancement du temps. Le temps représenté sous la forme de l'ordre des énoncés devient le temps de l'énonciation en acte. On dit, on fait. Enfin, et pour résumer, au niveau de la langue de la machine, il n'y a aucune possibilité de variation. Au sein d'un langage d'assemblage, la variété est très restreinte, étant donné que ce type de langage est une enveloppe linguistique de la sémiotique non linguistique de la langue machine. En revanche, dans le langage de programmation, l'utilisation des variations devient importante dans les stratégies d'écriture, les dites méthodologies de développement, dans l'introduction d'éléments normatifs, on a par exemple des guides stylistiques d'une communauté, je vous l'ai déjà dit, dans l'articulation des systèmes de valeurs spécifiques, par exemple la concision, la clarté, l'élégance, au niveau sémantique, là où, comme déjà mentionné, au niveau de l'assemblage, c'est exclusivement la syntaxe qui est sollicitée. Et nous voici arrivés à la seconde partie de mon exposé. Selon une définition très standard, l'intelligence artificielle se consacre à effectuer des tâches à la place de l'humain. Alors, quel est le titre de cette deuxième partie? Première partie de ma deuxième partie, c'est les bases de données comme système de cotexte, volet analyse. Alors, les machine learning, alors oui, l'IA se consacre, l'intelligence artificielle se consacre à effectuer des tâches à la place de l'humain qu'il a préalablement instruite. Les machine learning, c'est essentiellement le fait de conférer à la machine la capacité d'apprendre à réaliser une tâche à partir d'une base de données appropriée. Pour apprendre à réaliser cette tâche, le chercheur choisit au préalable une stratégie à adopter, c'est-à-dire un type d'algorithme d'apprentissage qui dépend de la tâche à effectuer et de la nature des données, images, textes, etc. Dans le cas de l'analyse de larges collections d'images, j'ai étudié deux stratégies. La première est la feature extraction, utilisée par Levmanovich. Vous avez déjà vu passer une visualisation. La visualisation, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du graphisme, mais évidemment, c'est la visualisation des opérations faites sur la machine. Bon. La feature extraction, c'est une méthode qui permet d'extraire des caractéristiques des contenus des bases de données à partir des règles prédéfinies manuellement par les chercheurs qui dictent les instructions, les règles de calcul à suivre pour effectuer la tâche. Par exemple, la décision sur les caractéristiques à extraire, comme les gradients de la luminosité des couleurs dans les tableaux de peintres abstraits du début du XXe siècle. Vous verrez ceci tout à l'heure. La deuxième stratégie est le deep learning, feature extraction, règles décidées par les chercheurs à la main. La deuxième stratégie est le deep learning, un algorithme d'apprentissage qui consiste à fournir à la machine des jeux de données à travers lesquels et dans lesquels la machine doit repérer des similarités, dissimilarités. Lorsqu'on utilise un algorithme de deep learning, on n'est plus dans l'extension de l'œil du chercheur, comme dans le cas de la feature extraction. Donc, ce n'est plus l'extension de l'œil du chercheur qui décide ce que la machine doit trouver dans la collection d'images. Pas du tout. On est dans une autre sorte de cas de figure, dans un autre cas de figure. On se situe dans l'extension de la base de données et pas de l'œil du chercheur utilisé pour entraîner l'algorithme. C'est-à-dire, on utilise la base de données pour entraîner l'algorithme et pas les décisions du chercheur. En effet, en utilisant le deep learning, on laisse l'algorithme décider de ce qu'il doit calculer pour effectuer au mieux sa tâche. Les chercheurs ne donnent au modèle qu'un feedback sur son résultat, lui permettant de se corriger, mais sans lui dire exactement quel calcul il aurait dû effectuer. Et en effet,
c'est la qualité de la base de données qui va conditionner la capacité du modèle à apprendre plus ou moins correctement comment effectuer sa tâche. Il est clair, par exemple, que si l'algorithme a été entraîné sur un jeu de données constitué par des images ordinaires représentant des objets quotidiens, il sera très difficile d'avoir de bons résultats dans le cadre d'une recherche portant sur l'image artistique. Autrement dit, il faudrait que les jeux de données sur lesquels l'algorithme est entraîné aient suffisamment d'affinité avec la base de données qu'on lui soumettra plus tard pour qu'il puisse l'analyser en termes de similitudes et de différences. Vous avez compris la différence entre le jeu de données à la base pour entraîner la machine, qui s'entraîne toute seule à travers ces jeux de données, et la base de données qu'on lui proposera ensuite. À travers les modèles repérés en travaillant sur le jeu de données, on pourra utiliser l'algorithme sur la base de données qu'on veut étudier. Adrien est là pour me faire signe que ça va. Non, mais j'ai tout appris. Désormais, je suis autonome, mais de toute façon, s'il y aura des questions aussi pour lui, évidemment, il sera disponible. Il sera disponible. Non, on est déjà d'accord. Les tâches que la machine effectue à notre place, pour ainsi dire, et que j'étudie depuis quelques années, concernent notamment l'analyse des images. Sur cette question, la littérature est désormais énorme. Évidemment, on demande à la machine de faire plus que ce que nous pouvons faire nous-mêmes, notamment d'organiser les larges collections de données visuelles. On parle de milliers d'images, numérisées selon leur similarité, de les organiser selon leur similarité dissimilarité. Je parle des données numérisées et pas numériques, car je me consacrerai à étudier les analyses des larges collections d'images qui appartiennent au patrimoine artistique de l'Occident et non pas aux données produites par le numérique lui-même, comme toutes les données que nous produisons chaque jour en utilisant les réseaux sociaux, nos mails, etc. L'analyse des larges collections de données a été rendue possible grâce à la production de ces données massives qui, notamment dans le cas du deep learning, ont permis de relancer des projets de recherche qui n'avaient pas pu être accomplis par le passé. Je me réfère notamment au projet des deux historiens de l'art, Henri Faucillon et surtout Aby Warburg. Le premier a théorisé la généalogie des formes comme un processus de bifurcation, diramation, stratification, disparition des formes dans son livre séminal La vie des formes en 1934, sans pouvoir suivre une généalogie dans son entièreté. Les second, Aby Warburg, a étudié l'image à travers l'image, en utilisant comme moyen d'investigation la visualisation d'images organisée de manière à ce que les images qui ont des caractéristiques communes par une sorte de ressemblance compositionnelle soient disposées proches l'une de l'autre au sein des larges panneaux noirs que vous voyez ici. Face aux interrogations multiples que chaque image artistique pose à l'observateur et à l'historien, Warburg répondait à ces interrogations via la disposition sur ces panneaux des images qui pouvaient en partie l'éclairer, éclairer l'image de départ, celle qui aujourd'hui est la query image. Warburg répondait justement via la disposition des images qui pouvaient l'expliquer, qui pouvait expliquer une première image, normalement au centre, selon une formule qui est celle de rapprocher d'une image sa plus proche voisine, en termes plastiques, et de distancier de manière graduée celles qui lui sont opposées ou en conflit. C'est exactement ce que font les chercheurs qui, comme Lev Manovich, au début des années 2000, ont suivi cette proposition et ont fait en sorte que les bases de données et les algorithmes qui s'y appliquent puissent regrouper les données selon leurs similarités et différences, selon la règle du plus proche voisin, qui était la règle de Warburg. Ça, c'est un exemple, par exemple, de regroupement par les plus proches voisins. Voici deux modèles de visualisation que j'ai déjà étudiés par le passé. Le premier est un montage assez classique de quelques 4500 images. Le deuxième est un cas plus intéressant et je l'appelle diagramme d'image. Il est clair que le montage est moins intéressant que le diagramme. En effet, le montage suit une organisation déterminée par une métadonnée, à savoir la date de production. Stratégie que j'ai déjà critiquée dans maintes publications où j'explique que l'organisation des collections via des métadonnées tombe dans la même erreur que celle que nous avons reprochée à Roland Barthes concernant la translinguistique, à savoir la tentative de réduire l'image à
tout ce qui est à ce qui est lexicalisable. Au contraire, la disposition des images dans les diagrammes, ne dépend pas des métadonnées, mais bien des instructions que les chercheurs donnent à la machine visant à mesurer, nous sommes dans la feature extraction ici, visant à mesurer la similarité visuelle entre les caractéristiques plastiques des images contenues dans les bases de données. Ceci dit, entre parenthèses, pour une analyse énonciative de ces deux genres de visualisation d'images, je vous renvoie au 3e chapitre de mon livre « Le langage de l'image » où je distingue entre les focalisations pertinentes pour le montage, cumulatives et particularisantes, et celles pertinentes pour les diagrammes, englobantes et sélectives, en reprenant les classements que Fontani fait dans Sémiotique et littérature en 98. Parenthèse fermée, on peut y revenir lors de la discussion si vous voulez. La catégorie chromatique est la plus simple à travailler pour la machine car il s'agit d'une catégorie mesurable, ainsi que les intensités lumineuses. Vous voyez que c'est surtout ce qui est très facilement mesurable dont profite Manovic. En effet, dans le cas de la méthode de la feature extraction dont il est question ici, il s'agit d'extraire des images des caractéristiques plastiques qui, en computer vision, s'appellent low-level features et qui ne sont pas directement liées à la figuration. Pourtant, il ne s'agit évidemment pas pour la machine de réparer des formants plastiques ni des formants figuratifs, mais seulement de mesurer les moyennes de chaque caractéristique distribuée sur la surface de chaque image. La critique que j'ai faite dans mes précédents écrits à cette méthodologie d'analyse de larges collections d'images concerne d'ailleurs le fait que la feature extraction travaille sur des caractéristiques plastiques moyennes et ne porte pas son attention sur la distribution de ces caractéristiques plastiques au sein de l'image artistique, entendue comme totalité. Il n'y a que les résultats moyens de l'intensité de la lumière, par exemple, dans une image, mais pas de l'intensité de la lumière selon sa distribution à l'intérieur d'une surface. Mais au-delà des critiques que l'on peut faire à l'une ou l'autre méthode statistique, les raisons qui justifient l'intérêt sémiotique de ces analyses sont multiples. Je les listerai rapidement, ne pouvant pas m'appesantir sur chacun d'entre elles. Ces visualisations d'images mettent en scène l'analyse accomplie. Analyse au sens de division, groupement, reconstruction de la relation. Et nous permettent aussi d'effectuer un raisonnement diagrammatique au sens où elles mettent en rapport, j'oserais dire semi-symbolique, des relations statistiques avec des relations perceptives, selon les paramètres de la similarité-dissimilarité. Contrairement à des visualisations des tendances, vous voyez ici une visualisation de combien d'images baroques il y a dans une base de données, etc., qui utilisent des symboles ou des nombres pour parler d'images, nous pouvons, via les visualisations d'images de Manovic ou de beaucoup d'autres, faire des expériences statistico-perceptives, c'est pour ça que ce serait diagrammatique, sur une collection à partir de plusieurs paramètres pertinents pour chaque base de données, qui ne se limite pas évidemment aux caractéristiques chromatiques ou luministiques, mais concerne aussi la géométrie des formes, la longueur, la typologie des lignes dessinées, etc. Alors, je ne sais pas si j'étais ici pour C'est la deuxième raison pour laquelle il faut s'intéresser à ceci. Ces visualisations développent non seulement un des enjeux de Warburg sur les images par rapport à leurs plus proches voisines, mais déploient aussi un travail que l'on peut entendre comme structuraliste en deux sens. Le premier sens est que ces visualisations mettent en opposition des groupes d'images ayant des caractéristiques plastiques graduellement similaires ou opposées et disposent les caractéristiques de chaque image de manière graduelle au sein d'un espace de contrôle. Le deuxième sens concerne la collection. La collection peut être étudiée à l'instar d'un système à l'intérieur duquel la machine a été éduquée à travailler par différence et par similitude. La collection système fonctionne comme une encyclopédie
autrement dit comme un système de contexte, pour parler comme Umberto Eco, ou encore comme les lieux où ont été sédimentées des stratégies discursives de forme artistique, par exemple picturale, de tout temps, et que nous pouvons situer sur le chemin des modes d'existence de la praxis énonciative dans l'espace de la virtualisation que Fontani a proposé dans Sémiotique du discours en 1999. Voici que de multiples questions qui ont été posées en sémiologie et en sémiotique dès les années 60, à savoir la grande question, une langue visuelle existe-t-elle, sont aujourd'hui non pas résolues, mais au moins concrètement posées et en partie on y répond grâce aux opérations des algorithmes sur les bases des données d'images. En effet, une base de données n'est pas véritablement compréhensible à l'instar de la langue saussurienne, faite de virtualité, mais plutôt comme les lieux de la virtualisation au sein de la praxis énonciative. En effet, les images contenues dans la base de données ont bien été historiquement produites, sont bien là, sont des contextes, et sont en quelque sorte coprésentes dans la base de données. Il ne s'agit donc pas de virtualité picturale, mais bien des textes attestés, des tableaux attestés, qui ont été déposés dans la base de données et qui, suite à la numérisation, partagent une substance commune, qui les rend commensurables et les rend disponibles pour l'analyse algorithmique. Leur substance commune numérique fait en sorte que les images au sein d'une base de données soient manipulables et non seulement mesurables. J'avais prévu aussi de vous parler rapidement du projet de recherche vers une généalogie des formes visuelles, sémiotiques et approches computationnelles de large collection d'images que j'ai obtenu en 2022 et qui justement me permet de travailler avec cet excellent mathématicien informaticien qu'est Adrien de Liège. Seulement quelques mots pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit surtout d'une autre et, on l'espère, plus complexe manière de poursuivre le projet de Warburg sur la généalogie des formes, et notamment des formes du pathos, les pathos formeln, que nous pouvons repérer dans les poses et les gestualités des personnages représentés dans la peinture de tous les temps. Pourtant, alors ici, c'est notre collection d'images, mais je vous en parlerai immédiatement, à l'instant. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de poursuivre le projet Warburg, mais aussi le projet de la sémiotique visuelle, et notamment une question très précise, à savoir celle que j'ai déjà abordée dans plusieurs articles, mais surtout dans mon livre « Le langage de l'image », à savoir d'étudier la temporalité dans l'image fixe. Il s'agit évidemment d'analyser la manière dont l'énonciation temporelle et aspectuelle est signifiée dans une substance fixe telle que celle de la peinture. Si l'énonciation personnelle a été grandement développée avec des travaux sur les visages, des faces et des profils, vous connaissez tous les travaux d'Anne Veillard, par exemple, et l'énonciation spatiale également grâce à plusieurs travaux sur la perspective, pensons aux travaux de la fin des années 80 déjà, de Louis Marin et de Jacques Fontani, les espaces subjectifs. En revanche, l'énonciation temporelle, les avant et les après au sein d'une action représentée dans une image, et aspectuelle, les moments de l'action focalisés, ainsi que les rythmes de déroulement de l'action. Pensez au tableau futuriste, hein, là, si que ce sont des bons corpus pour travailler sur la temporalité dans l'image fixe. Bon, tout ça, ni l'énonciation temporelle, ni l'aspectualité, ni les rythmes n'ont pas été suffisamment investigués. Les travaux sur cette question sont rares. On pourrait citer les travaux sur le Laocoon de Jean Petitot, un article de Groupe Mu, un autre de Marion Colablaise. Bon, il y en a ici et là, mais ce n'est pas beaucoup pour se dire que nous avons travaillé sur la temporalité dans l'image. Voici quelques diapositives qui mettent en scène la collection. Je reviens à mon projet de recherche avec Adrien. Quelques diapositives qui mettent en scène la collection. Alors ici, la collection complète des peintures disponibles sur WikiArt, mais déjà filtrées selon nos besoins. On a que des images religieuses, donc déjà filtrées, que des images religieuses et que des images dans lesquelles la machine peut repérer des poses complètes. Au sein de cet ensemble d'images religieuses, nous avons essayé, Adrien et moi, de formaliser les poses en partant des poses individuelles pour ensuite en venir aux poses collectives en utilisant MMPose et en visualisant via Pixplot. Évidemment, comme vous le voyez ici, dans cette image de ski, les corps à cartographier à travers les corps
peut être cartographié à travers 17 key points qui nous donnent les paramètres de la pose. Vous voyez qu'il y a 17 key points dans chaque corps. Évidemment, avant de s'occuper du mouvement dans la peinture, les chercheurs se sont occupés du mouvement dans les images du sport. Donc, c'est de là qu'on a repris des travaux sur les ancêtres des MM pose qui ont été open pose, dance pose. Maintenant, les plus avancés, c'est MM pose. Pourquoi les poses? Pourquoi les gestualités? Car les poses sont les lieux d'une dynamique figurative, à savoir les lieux d'un continuum dont la machine a du mal à s'approprier. Le défi que nous lançons est de pouvoir étudier automatiquement les mouvements au sein des images fixes. Vous pouvez, dans cette série de diapos, suivre, alors oui, ça c'est la manière dont on calcule les poses. Hein. Ça c'est un exemple très simple d'une pose collective, semi-collective, disons. Mais on a des groupes de personnages et on a aussi des comparaisons entre poses individuelles. Alors, si on vient ici, vous verrez que là, en haut à gauche, c'est toute la collection qui est concernée. Les 5800 images sont organisées là. Et ce que vous voyez encerclé en rouge, c'est une partie de cette collection. C'est ce que la machine a reconnu comme une seule pose, c'est-à-dire une pose qui identifie plusieurs peintures. Chaque cercle rouge que vous voyez, parce que si vous suivez les diapos, vous voyez non seulement les poses changées et quelques exemples des tableaux, mais vous voyez aussi les cercles rouges bouger. Hein? On a commencé de haut à gauche et on est maintenant au centre droite, disons, et puis on monte. Ça, c'est pour cartographier la collection selon les groupes de poses. Chaque cercle rouge, je vous l'ai dit, au sein de ce diagramme, concerne un groupe de tableaux que la machine reconnaît comme appartenant à une pose spécifique. On peut faire le tour complet de la collection. La collection, qui est déjà filtrée, etc., je l'appelle le corpus de référence, car il est englobant et à son intérieur, on peut sélectionner un corpus que j'appelle de travail, qui peut être constitué de plusieurs groupes encerclés en rouge, pour faire des recherches concernant, par exemple, la relation entre les plans de l'expression de ces images et leur plan du contenu, en suivant toujours une analyse semi-symbolique guidée par une approche tensive. Plusieurs questions sont encore à étudier. Il faut par exemple choisir si l'on décide de constituer une généalogie des poses collectives qui se ressemblent le plus, ou si, vous voyez ici un groupe de poses, une comparaison entre groupes de poses, ou si on choisit les formes de poses qui se ressemblent le plus. En effet, certaines poses collectives peuvent former des triangles, des carrés, etc. Et donc, il faut décider si on focalise l'attention sur les poses ou sur les formes des poses. Nous sommes à présent en train de discuter de plusieurs autres paramètres et de décider de leur pertinence en vue de la comparaison, par exemple, entre poses, par exemple la localisation des poses au sein de la surface imagée ainsi que l'échelle des poses. Ensuite, il faudra décider si on étudie les mouvements à partir des poses ou pas, car c'est le défi le plus important. Je tiens aussi à vous rappeler le projet de recherche ANR international dirigé par Pierluigi Basso et Jean-Maria Torre, qui a pour titre Augmented Artwork Analysis, Creating Tools for Assisted Interpretation of Artistic Images, auquel Adrien, Enzo, Aluminé et moi-même collaborons. L'objectif de ce projet international est de transformer la visite muséale des tableaux en une expérience augmentée via l'inclusion de plusieurs autres tableaux exposés ailleurs selon des parcours intertextuels et généalogiques divers.
Ici, quelques photos que je ne vous ai pas montrées sur la comparaison des poses. Et puis, évidemment, vers le futur, comment analyser les mouvements. Venons-en à la seconde partie de mon intervention, plus brève. Voilà. Il s'agit de quitter l'analyse computationnelle d'images pour aller vers la génération automatique et algorithmique de nouvelles images. Ça devrait vous remonter le moral. Ici, c'est encore une fois la machine qui énonce, à travers nos instructions et qui traduit nos instructions en langage que nous donnons en langage verbal vers le langage visuel, mais qui peut aussi faire l'inverse, comme déjà dit, d'écrire en langage verbal une image donnée. Et je vous remontre le cas de Rochko. On a demandé à l'image de nous décrire, de nous rendre un texte verbal qui nous décrive une très belle image de Rochko, du premier Rochko, et ensuite on a pris une des descriptions de cette image et on a demandé de nous produire une autre image, et voilà que ça n'a rien à faire, effectivement, avec celle de Rochko. Mais surtout parce que ça, c'est une subway, c'est une station de métro, et évidemment, la machine a pensé qu'il puisse s'agir d'une prison. Voilà. Mais les possibles initiatives des générateurs d'images comme Midjourney ou Stable Diffusion pour chaque sens de la traduction, verbal-visuel ou visuel-verbal, sont assez vastes. On peut changer le style d'une photo, mélanger plusieurs styles ou plusieurs images d'artistes différents, etc. Mais tout commence par une autre sorte de traduction plus fondamentale qui est celle de l'image en nombre et du texte verbal en nombre, qui produisent des listes de nombres que l'on appelle embedding. Voilà un schéma produit par Adrien, qui nous montre que l'embedding, c'est-à-dire la traduction en nombre d'un texte, doit être le plus proche possible de la traduction en nombre d'une image. Mais c'est plus complexe que ça, si vous voulez. On en parlera pendant la discussion. Et lui, il pourra vraiment bien vous expliquer mieux que moi comment ça peut se faire, cette correspondance entre embedding, c'est-à-dire entre liste des nombres pour l'image, qui traduisent l'image, et liste des nombres qui traduisent le texte. La manipulabilité de l'image ainsi acquise, grâce à l'embedding, permet à l'intelligence artificielle générative de générer automatiquement de nouvelles images à partir, comme dans le cas de l'analyse, des bases de données et des méthodes du machine learning, parce qu'on joue toujours sur les bases de données. Ça, c'est la question. Avec le deep learning, c'est ça qui compte pour l'analyse et pour la génération d'images. Ces nouvelles images sont générées via des opérations effectuées sur toutes les images déjà produites, en Occident évidemment, qui sont stockées et annotées selon les styles, les auteurs et les genres au sein des bases de données disponibles telles que WikiArt, Artsy, Google Arts and Culture, etc. Les modèles de génération d'images utilisent une composante de type Large Language Models ou un autre modèle au moins qui comprend les langages naturels, par exemple Clip, dont fait mention ici les schémas, pour transformer les prompts en embeddings, parce que nous on donne un prompt à la machine et transforme immédiatement en embedding, c'est-à-dire une liste de nombres que la machine peut reconnaître, peut comprendre. Des listes de nombres décrivant les images sont mises en relation avec des listes de nombres identifiant des textes en langage verbal. Traduction entre deux embeddings, si l'on peut dire, qui sont déterminés par l'organisation des contenus de la base de données. Sur cette question, le postdoc, Adrien pourra vous répondre. Non, mais moi j'ai tout compris, hein? Non, mais moi j'ai tout compris, mais bon, lui il sera plus détaillé, plus élégant, etc.
Quoi qu'il en soit, on peut aujourd'hui produire des images à partir de stocks numérisés qui comprennent tous les styles et les artistes les plus célèbres de l'histoire de l'art et de la photographie contemporaine. Les images générées par ordinateur nous permettent de comprendre la manière dont des grandes œuvres d'artistes du passé peuvent être mélangées entre elles et dans certains cas nous faire remarquer les stéréotypes les plus communs de chaque artiste ou de chaque mouvement artistique. Regardez par exemple les stéréotypes que la machine nous a rendus à partir des immenses bases de données sur les styles de la Renaissance. Voilà l'ascension dans un style Renaissance, voilà l'ascension dans un style baroque, voilà l'ascension dans un style maniériste, et enfin dans le rococo, où les cheveux de la fille sont de plus en plus électriques, oui. Nous avons aussi demandé à Midjourney de nous générer des images stéréotypées de Van Gogh via le prompt suivant: a painting with the most common visual features in Van Gogh production. Et nous nous sommes rendus compte que c'était difficile de se débarrasser de certains objets, dont le soleil. Ceci car le soleil est probablement considéré comme un élément prédominant dans les œuvres de Van Gogh. Cette prédominance dépend des correspondances entre embeddings des images et des descriptions d'images qui ont été codées. Une première tentative, peut-être naïve, pour faire disparaître le soleil, ces expériences, on les a faites tous les trois, Enzo, Adrien et moi, nous nous sommes rendus compte que c'était difficile de se débarrasser du soleil. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Alors, la première tentative naïve, c'était, par exemple, de demander à Midjourney landscape in Van Gogh styles without sun. Mais les images qu'on a obtenues gardent le soleil ou la lune, c'est difficile à dire, car Midjourney n'est pas prévu pour vraiment réfléchir au sens du prompt, ni pour distinguer entre les sens positifs et négatifs de nos demandes. Comme indiqué dans la documentation de Midjourney, en fait, un mot qui apparaît dans les prompts a justement plus de chances de se retrouver représenté sur l'image. Nous avons constaté que pour se débarrasser d'un élément, il faut utiliser la commande spéciale « non ». Les deux traits « non ». On a essayé avec « no sun » et on a obtenu ceci, encore un peu d'ambiguïté entre le soleil et la lune, mais ensuite, on a utilisé les no sun, no moon et on y est arrivé. On s'est débarrassé de tout cercle dans l'image. Lorsqu'une interface, on y est arrivé, hein? Lorsqu'une interface utilisateur sera disponible dans Midjourney, on aura sûrement un champ pour les mots à éviter, hein, donc pour la négation. Et il nous suffira de les remplir avec sun et moon. Et il n'y aura plus besoin de mettre ces termes en commande dans les prompts. Lorsqu'on utilise Midjourney ou Stable Diffusion, on s'aperçoit que le processus de production d'une série d'images implique plusieurs opérations de la part de la personne qui l'utilise. En effet, lorsqu'on donne une instruction à Midjourney, on obtient 4 versions, vous l'avez vu, de cette instruction verbale qui se différencient entre elles par l'intensité de la lumière, le positionnement des objets, etc. L'expérimentateur qui choisit la version qui lui convient le plus, alors l'expérimentateur doit choisir la version qui lui convient le plus et décider de poursuivre la recherche de l'image qu'il imagine pouvoir produire en donnant des instructions supplémentaires pour modifier la version choisie, à savoir l'image à travers laquelle la quête va continuer. Parce qu'on a choisi une, mais on doit déjà avoir prévu, envisagé ce qu'on souhaite obtenir. Les possibilités de transformer les 4 versions produites en choisissant une chaque série de 4 peut se continuer jusqu'à l'apparition sur l'écran de l'image produite par l'algorithme qui puisse satisfaire l'expérimentateur. Ça n'est pas encore arrivé à nous. La traduction qui s'opère entre langage verbal et langage visuel est possible grâce à l'entraînement d'un réseau de neurones sur les correspondances entre images et description d'images. Ça, on l'a compris. En outre, l'expérimentateur, s'il est programmeur, peut décider d'affiner s'il peut gérer la base de données. Il peut décider d'affiner, fine-tune, un réseau de neurones existants à travers des correspondances plus fines entre les listes de nombres qui identifient les descriptions en langage verbal et les images.
De notre côté, pour rendre la production plus proche de nos souhaits et minimiser ainsi les biais ou les bruits produits par des bases de données trop génériques, nous pouvons affiner notre prompt en donnant plus d'indications, évidemment. Récemment, Midjourney a aussi introduit un outil permettant d'affiner seulement une partie de l'image produite. Sélectionnée par l'expérimentateur, on peut choisir une partie et agir seulement sur cette partie si le reste de l'image nous convient. L'idée est d'entourer la partie à modifier et d'entrer un prompt correspondant à ce qu'on veut pour cette partie. C'est beaucoup plus efficace que modifier un prompt si on veut des modifications localisées dans une image. Une autre manière de construire des contraintes qui limitent la généricité des résultats est non seulement d'indiquer un ou deux styles picturaux, mais aussi d'indiquer explicitement la technique à utiliser, telle que par exemple dessin à la craie, peinture à l'huile, fresque, etc. Ce qui est pour moi particulièrement important est d'éviter le mélange de différents styles de peintres selon les caractéristiques de chacun d'entre eux. Plusieurs situations intéressantes concernant la compositionnalité émergent. Quelques exemples qui viennent aussi, non seulement de nous, mais de Lev Manovich. Les expériences de Lev Manovich sont intéressantes à ce propos. Voici le résultat du mélange entre Bosch et Malevich. Les figurines de Bosch se modifient selon les positions qu'elles occupent au sein du paysage dont les coordonnées sont données par des géométries inspirées de Malevich. C'est la machine qui a décidé comment distribuer les caractéristiques de Bosch et Malevich. C'est pas Manovich qui l'a fait. C'est pas Manovich qui a donné un prompt hyper détaillé. Dans le cas d'une autre production de Manovich, qui mélange Bruegel et Kandinsky, l'on peut affirmer que les artistes abstraits, qui sont Malevich et Kandinsky, sont utilisés par la machine comme des paysagistes, offrant la topologie globale de l'image, qui accueille les figurines des peintres tels que Bosch et Bruegel, qui sont pourtant traditionnellement considérés eux-mêmes comme des paysagistes. Nous avons aussi, toujours avec Adrien et Enzo, essayé plusieurs mélanges entre styles picturaux. Les résultats sont en partie énervants, en partie amusants, mais toujours intéressants, comme dans le cas du mélange entre la Mona Lisa et Léonard. Non, pardon, la Mona Lisa de Léonard et les prompts Mona Lisa in maniéristique Pontorno style. Vous voyez que ça a ajouté des personnages. On a découvert que pour la machine, le maniérisme, c'est toujours des scènes de groupe. Il y a bien sûr quelques portraits, mais je veux dire dans la production maniériste, mais effectivement, c'est surtout des scènes de groupe. Ensuite, on a choisi de réunir Leonardo et Rothko, parce que les deux peintres, on ne les fait pas au hasard, parce que les deux peintres, séparés par quelques siècles, ont été reconnus comme des spécialistes de la perspective atmosphérique, l'un, et des contours et strates de couleurs, l'autre. Certains résultats sont énervants, justement, comme dans le cas de l'image où un rectangle de couleurs de Rothko est banalement superposé sur la Mona Lisa. Mais les résultats sont plus intéressants lorsque les strates de couleurs, parfois frôlant la transparence de Rothko, se superposent sur la perspective atmosphérique du paysage de Léonard. On remarquera que dans les 4 images obtenues, l'ajout du flou et de la transparence dans les couleurs fait en sorte que les paysages de Leonardo, des vagues, deviennent très nets, en ressemblant plutôt à la peinture américaine hyperréaliste des années 70. Est-ce que Midjourney est programmé pour balancer les vagues, pour équilibrer les vagues et les nets, les flous et les détaillés? Point d'interrogation. Évidemment, je tiens à le dire, j'ai mis Rothko prédominant parce qu'on a fait beaucoup de tentatives avec Léonard et Rothko. Au tout début, Léonard était trop prédominant et donc on s'est dit comment on fait pour dire à la machine que nous, on veut plus du Rothko. Et donc, à travers non pas à travers des prompts, mais à travers des commandes spéciales, faire en sorte que les prompts puissent avoir une efficacité plus grande que l'image donnée. Nous, on avait donné la Mona Lisa plus les prompts. Et puis, on a décidé de faire valoir davantage Léonard. Alors, ici, c'est Rothko qui prédomine. On peut décider
quelle gradualité de prédominance toujours d'un peintre sur l'autre ou du prompt sur l'image. Je viens en conclusion. Je ne reviendrai pas sur toutes les formes d'énonciation que nous avons vues ensemble lors de ma présentation, l'adresse, la médiation entre langue et parole et performance, mais seulement sur les deux, très rapidement, sur les deux types d'énonciation qui sont pertinents pour comprendre l'intérêt de Midjourney et d'autres modèles de génération d'énoncés visuels. Le premier est celui de l'énonciation énoncée. La machine utilise un style propre pour chaque peintre, je veux dire, oui. Elle a un style à elle, évidemment, mais elle se module, elle se décline selon les tableaux. Apparemment, elle entend par style une certaine transparence. Il y a une certaine transparence de la main dans le style de la machine, ça c'est évident. Et ce style de la machine se rapproche justement beaucoup de l'expressionnisme pictural américain des années 70. Mais Midjourney construit aussi des déclinaisons, non seulement via des objets récurrents dans chaque production d'artiste, on a vu le soleil pour Van Gogh, mais pour Van Gogh, par exemple, les mots style ne renvoient pas exclusivement et banalement à des objets, mais aussi à la texture. En effet, dans les images que je vous ai montrées de Van Gogh, il y avait la tentative de mimer la sensorimotricité qui est assez similaire à celle du rythme de la touche de Van Gogh. C'est seulement en produisant beaucoup d'images, en changeant les styles, les techniques de production, etc., à savoir seulement en itérant nos demandes qu'on pourra comprendre l'espace de la langue, voire virtualisation, qui est derrière ces productions. Et c'est à partir d'une multitude d'images générées que nous pourrons faire des hypothèses sur la base de données, à savoir sur la langue virtualisation, sur laquelle a été entraîné Midjourney, et donc sur son modèle mathématique, qui est secret. La deuxième acception, je ne sais pas, hein, mais moi je suis en train de rien faire ici, mais ça va toute seule. Bon, ça doit être fatigué. Hein? C'est la machine. Nous sommes dans une séance spirit en réalité ici. Bon, donc plus on produit, plus on a la possibilité d'essayer de comprendre, de tester qu'est-ce qui se cache, quel est le modèle qui permet ces différentes productions. Et en discutant avec Alessandro Sarti, justement, qui est également très intéressé à l'espace mathématique qui est derrière toutes ces productions, elle nous a conseillé, c'est ce qu'il va faire aussi, de répéter les mêmes prompts pendant 100-200 fois et voir les résultats. On l'avait déjà essayé de faire, on n'en a pas fait 100, des centaines, on en a fait 3 ou 4, mais effectivement, les prompts, une fois les prompts, on peut répéter les prompts et les versions qu'on obtient sont toujours différentes. Donc, c'est assez impressionnant. Bon, la deuxième acception d'énonciation est celle déjà mentionnée de praxis énoncée. Donc, je vous ai parlé de l'énonciation énoncée, comme main transparente, mais comme déclinaison selon les artistes et selon les styles, les mouvements aussi. La deuxième acception d'énonciation est celle déjà mentionnée de praxis énonciative qui est rendue opérationnelle via ces modes d'existence. La base de données occupe le processus de virtualisation car les images des peintres contenues dans la base de données de Midjourney peuvent être considérées comme des formes sédimentées de notre culture visuelle occidentale. Et ce que nous opérons à travers les prompts peut être considéré comme une actualisation qui se réalise dans les images générées. En ce qui concerne la potentialisation, voici la spécificité de la machine révélée. Les paroles que nous produisons, à savoir les énoncés générés à travers nos prompts, ne seront pas immédiatement et peut-être jamais sédimentées et acceptées dans la base de données qui est stabilisée, fixe, institutionnalisée, selon ces codes, selon ce modèle secret qui est en possession de ceux qui ont produit Midjourney. Il nous faudra devenir des artistes reconnus et des programmeurs
qui travaille chez Midjourney, pour pouvoir faire entrer les images que nous sommes en train de produire dans les bases de données et participer ainsi à la transformation de ce qui est sédimenté à présent. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Maria Giulia. Avant de peut-être donner la parole à la salle, j'aimerais poser une question. C'est une petite observation. J'étais dans l'exemple que tu montrais de Van Gogh. Au moment où tu lui dis de ne pas mettre, tu dis non sang, ce qui est drôle, c'est que le tableau qu'il produit, ce n'est pas des tableaux, il ressemble très très peu à Van Gogh. Donc la question, c'est, je reviens à la question que tu évoquais au début de ton intervention, la question de la traduction. Qu'est-ce qu'on traduit? Que c'est le même problème qu'avec le Rothko. Au fond, finalement, qu'est-ce qu'il traduit? On a l'impression qu'il traduit exclusivement la dimension purement figurative. Et ça me fait penser que c'est drôle que toi tu travailles sur la question du mouvement, parce que l'impression que donne la traduction du texte, de la lecture du tableau de Rothko, sa reproduction ensuite en image, qu'il est incapable justement de reproduire le mouvement. Le fait qu'il y a des gens qui descendent dans un souterrain. Hein, et que c'est ce qu'on voit, c'est des gens assis, comme si, parce qu'il les voit petits. Au fond, il fait une sorte de lecture figurative qui est des personnages qui, comme ils descendent, ils sont un peu petits. Donc on le voit assis sur des chaises. Bien sûr. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on traduit? Qu'est-ce que la machine traduit? Si ce n'est pas exclusivement, en tout cas c'est récurrent, cette impression qu'il est incapable de traduire autre chose que le figuratif. Voilà. Alors, je l'ai dit très rapidement sur Van Gogh. Vous le voyez ici, la tentative de reproduire la touche et le rythme de la sensorimotricité de Van Gogh est présente. Donc, effectivement, on pourrait se dire, c'est ce que nous nous sommes dit avec Enzo et Adrien, mais probablement les embeddings ne concernent que des objets reconnaissables, figuratifs, etc. Mais non, effectivement, parce que il y a eu évidemment des embeddings, des encodages qui ont concerné la texture et qui ont concerné aussi, pour Rothko, dans le deuxième exemple, les problèmes des bords, de la transparence des bords et de la relation d'un bord avec un autre. Parce que regarde, ici, c'est très très clair que ce qui est en avant dans toutes les images, c'est le problème de la texture. Donc on ne peut pas dire que ce serait facile de dire la machine ne sait rien faire, derrière c'est pas ce qui nous intéresse de dire la machine, c'est plutôt de s'étonner de tout ce qu'elle sait faire. Et ici, on voit que la texture est présente et on ne l'a pas demandé. Mais aussi ici, par exemple, alors, il y a plein d'expériences qu'on a fait, mais disons que tu vois qu'on a la tentative ici aussi de mettre en scène tous ces bords flous qui sont typiques de Rothko. Et donc, ces embeddings ne sont pas tant naïfs que ça finalement, parce que ils ont quand même, je ne sais pas comment on pourrait imaginer de traduire un nombre de contours qui ne sont pas nets, mais effectivement, ça a été pensé, ce n'est pas quelque chose qui a échappé aux computer scientists qui ont fait cet embedding. Mais c'est intéressant l'exemple sur lequel tu nous fais revenir. Là, ce qui nous intéressait ici, c'était simplement de voir est-ce qu'il y a une correspondance quelconque, quelque sorte de correspondance entre une des descriptions que la machine donne et à partir de cette description utilisée comme prompt, la production d'une image à partir de cette description. Merci beaucoup. Merci Maria Giulia. Il y a déjà deux questions en ligne. Marion en première. Donc oui. Marion en premier, ensuite on passe à la salle et ensuite Jacques qui était aussi en liste. Peut-être qu'Adrien veut ajouter quelque chose. Pour ajouter en complément ici, il ne faut pas s'étonner de voir des personnes assises, parce que c'est justement ce que le prompt demande.
Donc la question de personnes assises ou qui descendent, il faut avoir des personnes qui sont en mouvement ou qui descendent ou quoi que ce soit. C'est pas étonnant qu'elles ne soient pas là parce que la description est écrite. Two women standing on a red chair. Donc voilà, c'est aussi lié. Merci. Marion. Merci beaucoup, Maria Giulia. J'ai une petite question, donc une petite précision. J'aimerais te demander une petite précision qui a quand même son importance. Donc, tu as dit, me semble-t-il, à un moment donné, qu'on ne peut pas parler du langage de la machine. On en a déjà discuté ensemble, toutes les deux, mais je reste un peu dubitative parce que je ne vois pas encore très bien quelle est la différence, même selon Vallée et Mazet, que tu introduis entre la langue et le langage. Serait-ce parce que tu mets le machine language en relation avec la mémoire? Est-ce pour cette raison-là? Bon, moi, je parlerais plutôt de langue à propos des dialectes, comme tu l'as fait longuement, mais peut-être je parlerai de langage à propos de la machine, enfin de ce niveau inférieur. Marion, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui. Tu dois toujours me faire des signes parce que... Oui, je t'entends. Bon, écoute, moi, je pense que c'est bien dit de considérer que les référents machines comme mémoire infinie, comme ensemble d'emplacements de mémoire sur lesquels on peut agir, c'est bien un ensemble de virtualités qui nous renvoie à la langue saussurienne. Et ces modèles-là, au moins. Et qu'il faut utiliser les termes de langage, par contre, pour tout ce qui est performance, tout ce qui se prête à la performance. Donc, c'est pour ça que je parle de langage de programmation et des langues de la machine, parce que la machine est un référent abstrait. Ce sont des nombres, c'est l'abstraction. Ce sont des différences. C'est simplement un système de différences. Oui, mais justement, pourquoi parles-tu de langue? Non, maintenant que tu parles, nous, on doit faire toute une autre... Aussi essentiellement parce que tous les deux, vous parlez de bruit de résultat de Midjourney à les cas des Van Gogh et même dans les cas des Rothko. Mais surtout de Van Gogh, vous parlez d'objets stéréotypés, je dis vous parce que c'est le pas, et je me demandais bon, d'où vient cette histoire de soleil, parce qu'on voit que dans le résultat des Van Gogh, finalement, on a une style plus van Goghienne dans les cas où il n'y a pas de soleil. On voit bien la texture, on voit la perspective de Van Gogh, on voit la composition générale de Van Gogh, alors qu'une fois qu'on a le soleil, la couleur devient un peu pas très Van Gogh, et très exagérée et beaucoup plus machinique. Cependant, quand vous demandez de ne pas voir le soleil, c'est très intéressant parce qu'on voit moins Van Gogh, mais on voit un passage, peut-être que j'ai fait une over-interpretation, mais un passage, une autre recherche de l'histoire de l'art. Ça devient plus estanienne, donc on passe d'une recherche de lumière en recherche de volume, si on le veut. Il faudrait avoir plus de résultats, mais c'est la même chose avec Rothko. On voit des personnages, mais on voit aussi une époque très particulière de la période de Rothko par rapport au surréalisme américain. Tu veux peut-être dire Pontormo quand tu dis plusieurs personnages? Parce que tu as dit Rothko. Les cas de Rothko qui devient une scène, l'autre, la description de la description. Ok. Non, on peut penser à Rodney, par exemple, tout un mouvement d'époque. Donc, je me demande comment on peut penser aux hypothèses de la base de données. Quel type d'hypothèse on peut faire sur l'utilisation de ces bases de données pour penser justement à ce mouvement historique? Parce qu'on voit que la machine se réflexionne
de l'histoire de l'art, en fait. Enfin, ou peut-être que nous, les analystes, on fait des réflexions sur l'histoire de l'art. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut utiliser ces bruits comme source analytique, parce que c'est super intéressant. Même Leonardo, Roscoe, on voit des choses, des réflexions comme ce double passage cheval, non? Soit le voisinage, soit la représentation historique plus large de motifs dans l'histoire de l'art. Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais... Oui, alors une partie de la question est sans aucun doute claire pour moi. Tu as dit que là, par exemple, dans la quatrième image, si j'ai bien compris, dans la quatrième image, ici, c'est vrai que dans la quatrième image, ce n'est plus Van Gogh. Ce n'est plus Van Gogh, c'est-à-dire que les couleurs, vraiment, ça n'a jamais été. La troisième aussi. La troisième aussi, mais disons, la quatrième, ça fait vraiment nuit éclairée à Paris, rue Oberkampf, je ne sais pas comment dire. La troisième, ça fait encore automne van Goghien, peut-être. Parce qu'il a peint des choses la nuit et ça ressemble à la période de l'Arles. La période d'Arles, c'est des cafés en Arles. Oui, la café en Arles, oui, Arles, c'est vrai. Mais je ne pense pas que cette lumière de la quatrième image soit très, très ressemblante à cette... Le ciel un peu plus, oui. Oui. Mais c'est intéressant aussi de penser à ici Cézanne. Hein. Parce qu'on voit plus des colures au lieu des touches, au lieu de... Oui, ici on voit des touches seulement dans les ciels. Dans les ciels, même dans la quatrième, mais seulement dans les ciels. Peut-être Adrien veut expliquer quelque chose sur... Parce qu'il ne travaille pas pour Midjourney, c'est clair. Mais je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur la correspondance entre les embeddings en langage verbal et visuel. Je ne sais pas, hein, comme tu veux. Alors, c'est où les schémas que j'avais montré? Voilà, celui-ci. Bon, parce que c'est ça que tu demandes aussi. Je ne suis pas du tout expert en histoire de l'art, donc par rapport à si c'est plutôt Van Gogh, plutôt pas Van Gogh, ça je ne saurais pas répondre. Ce que je peux dire en tout cas par rapport à ce slide, c'est que pour entraîner le modèle génératif, on va faire attention à bien faire correspondre des images et des textes, des descriptions de l'image. Et donc, ce sont les images et les textes qui se correspondent le plus souvent, qui vont avoir tendance à être le plus souvent représentés dans les productions. Si par exemple, dans la base de données d'entraînement du modèle, il y a systématiquement Van Gogh et Soleil dans la description, alors il y a de très très grandes chances qu'il va générer du Soleil sur les peintures de Van Gogh. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'il va fonctionner si on lui demande juste génère une peinture qui va ressembler à du Van Gogh. Les 4 peintures images plutôt que je voulais montrer, je ne sais pas si ce sont les mieux choisis, parce que là on avait mis un prompt un peu spécial où on lui demandait les most common visual features. Vous voulez voir s'ils avaient interprété ça, il n'est pas capable. On aurait simplement dû demander painting of Van Gogh style, quelque chose comme ça. Donc ça fait partie de nos expériences aussi, où on voulait voir ce qu'il interprétait. Comme quand on lui disait Without Sun, justement il mettait des soleils. Donc voilà. Mais non, attendez, il y a une question de Jacques, donc on ne peut pas continuer le dialogue ici. Il y a une question de Jacques en ligne, à distance, puis Marie Bissetti. Alors moi, je coupe ici. Oui. Oui, j'ai bien compris que je parle pendant que vous avez coupé, et dès que j'ai fini de parler, je ne reparlerai plus parce que ça ne fonctionne pas. D'abord, une observation brève et ensuite une question plus précise concernant les différents aspects de l'énonciation que tu as présenté, Maria Giulia. D'abord, la remarque, c'est que la présentation que tu as faite à partir du travail de Val et Medio, c'est que ça ressemble à un parcours génératif, mais qui fonctionnerait.
à la différence du parcours génératif dont on a l'usage en sémiotique et qui fonctionne pas très bien. Pourquoi fonctionne-t-il? Parce que ce ne sont pas des conversions qu'il y a entre les niveaux, mais des traductions. Il y a des traductions qui vont dans les deux sens. Je crois qu'on aurait gagné beaucoup de temps, peut-être 20 ou 30 ans, si dans le parcours génératif, on avait placé des traductions, comme d'ailleurs le suggérait Fabry. Enfin, lui, il ne travaillait pas sur les conversions entre le parcours génératif, mais sur des traductions entre différents types de catégories d'analyse. Ça, c'était ma remarque. Maintenant, la question. Si tu as la facilité à revenir à la diapo qui présente les trois types d'énonciation, ça facilitera la compréhension de mes questions, de ma question. Enfin, moi, ça ne bouge pas ici sur mon écran, ça ne bouge pas. Bon. Alors, j'ai une question à deux étages. Dans la conception de l'énonciation en sémiotique, il y a deux propriétés que tu n'as pas mises en valeur. J'aimerais savoir si c'est parce qu'elles sont incluses dans l'un ou deux ou trois de tes modes d'énonciation, ou si c'est parce qu'elles ne sont pas pertinentes dans le champ de la machine et de l'intelligence artificielle en général. Ces deux propriétés sont la réflexivité et la présentation, c'est-à-dire le fait de faire exister, de rendre présent. Et là, je vais te laisser parler. J'ai un peu une petite idée de ce que ça pourrait donner, mais je ne veux pas répondre à ta place. Donc, est-ce que réflexivité doit être quelque part dans ce que tu as présenté ou ajouté, ou est-ce que ce n'est pas pertinent? Et pareil pour faire exister, rendre présent, la présentation ou présentification. Et là, je me tais. Alors, Jacques, mille merci pour cette question. Je veux te dire que sur mon ordinateur, je suis bien sur la diapo pertinente, sur la diapo énonciation comme adresse, énonciation comme médiation, énonciation comme praxis, mais malheureusement, je me rends compte que sur l'ordinateur de Juan, ça ne s'affiche pas. Alors, tes questions. Alors, la remarque, oui, absolument. Ça fonctionne, la traduction entre ces strates. Et en ce qui concerne les questions, ce sont des questions un tout petit peu difficiles, c'est-à-dire difficiles, sur lesquelles je n'ai pas réfléchi. La réflexivité, oui, je me suis occupée de réflexivité tout le temps, toute ma vie, d'une certaine manière, sur la méta-image, etc., etc. Alors, je vois ici et là des cas de réflexivité. Réflexivité, par exemple, dans la visualisation d'images, c'est la visualisation qui réfléchit sur les relations de chaque image au sein de la collection. Donc, je vois des cas de réflexivité dans certains produits. C'est pour ça que je parlais d'énonciation énoncée dans les produits de Midjourney, dans les visualisations d'images, etc. Alors, dire quelle sorte de réflexivité y a-t-il de la machine sur elle-même ou de la relation entre... Parce que je pense que c'est ça que tu entends, la relation de réflexivité au sein du schéma de Valle-Mazzei. C'est là que tu te poses la question. Je dois réfléchir et je pense que je reviendrai vers toi si j'aurai des réponses claires. Toi, ça c'est un séminaire collectif de recherche, tu peux aussi nous
nous faire partie de ton avis sur la réflexivité. Sur la question de la présentation, faire exister, rendre présent. Mais peut-être que ce que je dis sur l'énonciation temporelle et spatiale, sur le fait qu'une commande est directement une mise en œuvre, directement une performance de la machine, ça pourrait en partie répondre peut-être le fait que l'actualisation correspond à la réalisation, hein, que l'instruction correspond au même moment avec la réalisation. Ça, c'est la seule chose que je pense pouvoir répondre sur la présentification, mais sur la réflexivité, c'est un peu dur pour moi maintenant. Est-ce que Jacques, toi, tu as des avis? On te passe la parole et moi je me tais. Écoute, sur la réflexivité, je me demande si ça ne serait pas du côté de l'adresse qu'il faudrait essayer d'y réfléchir, dans la mesure où quand on s'adresse, on se pose réflexivement comme une source de l'adresse. Je me demande. Hein, mais moi, je n'ai pas réfléchi, je découvre ta classification et je l'interroge. Mais puisque tu me dis qu'est-ce que tu en penses, moi je dirais oui, peut-être. Concernant l'acte de faire exister, rendre présent, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pensais qu'à l'horizon, au concept d'instauration de la tour, qui relève de ça. Hein. L'instauration de la tour, c'est une intensification de présence qui fait exister, pour résumer de manière un peu cavalière. Et ça, tu l'as peut-être en main, si j'ose dire, dans le troisième, c'est-à-dire dans la praxis. Parce que dire que la praxis énonciative, c'est j'ai oublié les termes que tu utilises, je les ai plus sous les yeux, mais enfin, l'innovation et la sédimentation, ça serait le cas de n'importe quelle pratique qui se répète. Donc, ce n'est pas spécifique de la praxis énonciative. En revanche, si tu précises que cette innovation et cette sédimentation, elles sont dans l'acte même de présenter, de faire exister, là, ça devient spécifique de l'énonciation. Mais j'improvise en même temps que j'essaye de répondre à ta réponse à ma question. Voilà, j'improvise. Quant à la question de la médiation, ça pourrait être aussi une autre place possible pour cette question de existence et présence. Parce que la médiation entre langue et parole, c'est quand même le passage à la réalité. Faire exister. Voilà. Donc, à mon avis, il y a matière. Mais l'important pour moi, c'est pas que tout y soit dans ton modèle. L'important, c'est de savoir si ce qui n'est pas n'est pas pertinent. Parce que quand même, la recherche sur la question de l'intelligence artificielle vise bien à spécifier quelque chose qui relève de l'intelligence artificielle et en même temps à rechercher une espèce de tronc commun qui permettrait, derrière la spécification, de savoir quel est le minimum nécessaire pour qu'on puisse parler d'énonciation, quel que soit le champ spécifique où on en parle. Donc peut-être que ce que j'ai évoqué, c'est trop spécifique et ça ne convient pas. C'est pour ça que je posais la question. Voilà, c'est tout. Jacques, mille merci. Alors, je veux te dire, sur la réflexivité, oui, moi j'avais compris que tu me parlais par contre de la relation entre machine, le langage d'assemblage et le langage de programmation. Je pense que c'est envisageable de penser le problème de la réflexivité du côté de l'adresse, là où je parlais de robotique surtout, où effectivement on fait beaucoup d'expériences sur comment s'adresser à l'humain. Toutes ces expériences testent
beaucoup de notre corporalité, beaucoup de notre sens en mimant évidemment non seulement l'apparence humaine, etc., mais aussi des sensations de toucher et de chaleur. Et donc tous ces tests, toutes ces expérimentations peuvent être vus comme les lieux de la réflexion sur la manière de devenir de plus en plus commensurables dans les dialogues. Oui, sur la question de l'existence et présence, là où je parle de médiation entre langue et parole, oui, c'est-à-dire que toute cette conversion du référent au langage figuratif, langage naturel, effectivement, produit de la réalité. Par exemple, les images qu'on a vues dans Midjourney fonctionnent comme ça, à travers des codages, de la production d'embeddings, des algorithmes qui travaillent sur les embeddings du langage verbal, du langage visuel, et effectivement qui produisent, oui, de nouveaux objets. En tout cas, merci, ce sont des pistes que je vais prendre en considération. Une dernière question, Yves-Marie, tu avais levé la main, si tu veux, rapide. C'était quoi? C'était quoi? C'est David Kaczynski qui m'a rappelé des écrits sur le langage de Saussure, une citation que j'ai souvent défendue, parce que j'ai un peu oublié, qui dit, alors Saussure, il y a plusieurs énoncés mélancoliques et drôles sur l'impossibilité de la linguistique. Il y en a qui dit, à peu près, la linguistique, c'est une sorte de science qui est à mi-chemin entre l'induction et la divination, quelque chose comme ça. Et donc, alors, je trouve que là, vraiment, l'aspect divination est terrible. On est en train de se poser des questions sur une mécanique qui répond au mot que tu as fini par prononcer à la fin, modèle, les modèles, une espèce de modèle de ce que c'est fabriquer une image, enfin, la faire venir au jour, et dont on ne sait pas grand-chose. Contrairement à ChatGPT, pour lequel il y a pas mal de choses que l'on connaît, et donc les modèles de ChatGPT, dans une certaine mesure, à la fin, il manque quelque chose. Mais ça, c'est la première. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'acharne à faire exister, si j'ai pu dire, parce que dans une énonciation, on ne veut pas simplement que le signe existe, il faut que ça fasse exister autre chose que le signe. Il faut que ça ait des effets dans l'existence humaine. Et donc là, quels sont les effets dans l'existence humaine? On est pour l'instant, et l'adresse et les effets, pour les exemples qui ont été employés, sont faibles, ils sont plus joués. J'ai donc fait semblant de s'intéresser aux images, mais en réalité, ce qu'on essaie de scruter et de deviner désespérément, c'est le modèle, les modèles qui ont été ça, il y en a plusieurs sûrement différents, qui mènent à ce type d'image. Et donc, ces modèles sont plutôt, je dirais, puisque j'avais présenté un diagramme avec toutes sortes de niveaux de translation, de traduction entre différents ordres de langage, moi je trouve que justement le niveau de ce qu'on peut appeler modèle, qui est plutôt mathématique et physique, c'est une sémiophysique, une sémiomathématique, voilà, c'est un report dans l'ordre des figures mathématiques et physiciennes d'opérations sémiotiques. Et qui d'ailleurs, dans ce cas-là, ne partent pas jamais de symboles asémiotiques qui iraient vers une manifestation sémiotique, comme dans un parcours génératif old school. On est toujours dans le sémiotique, on a une consigne verbale et on arrive à une... Oui, c'est pour ça que je parle de virtualisation. Oui, oui. C'est pour ça que je parlais de traduction. Oui. Voilà, donc, peut-être pas le mot adéquat non plus, mais qui est quand même meilleur que... Bon. Donc, pour finir, je sais que, par exemple, dans ChatGPT, il y a des choses qui sont plus ou moins secrètement de nature différente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont statistiques, sur la base de prévoir des distributions de thèmes semi-sémiotiques ou subsémiotiques à venir, dans une traduction ou dans une génération de texte, sur la base d'un fenêtrage, amont ou aval, dans une partie du texte déjà engendré. En quelque sorte, ChatGPT avance sur ses propres, lui-même par ses propres cheveux, si je puis dire. Donc il avance quelque chose à partir d'une requête initiale, puis il s'observe lui-même, et puis il continue sur une base uniquement statistique, et qui ont été améliorés après par des algorithmes de renforcement et quelque chose comme l'équivalent
c'est l'équivalent d'un beau corpus, d'une analyse en termes presque de genre textuel. C'est-à-dire, on a pris une cinquantaine de sortes de requêtes, on a fait travailler des humains là-dessus, ils ont produit ce qu'ils estimaient des bonnes réponses à ces requêtes, et ça a servi pour améliorer, pour passer de ChatGPT 1 ou 2 à 3, etc. Donc ça, c'est déjà, on voit déjà une idée du processus du modèle qui conduit à fabriquer des espèces de textes, je pense qu'on peut, voilà, qui sont quand même des textes assez bien écrits, qui se tiennent, banals, et c'est style. Mais il y a quelque chose d'autre déjà dans ChatGPT, c'est que quand par exemple on peut lui demander de fabriquer des programmes mathématiques, mathématico-informatiques, les gens qui travaillent sur Mathematica, qui ont produit leur programme et amélioré leur programme en discutant avec ChatGPT, on n'a pas ça il y a des et donc ça ne peut pas être uniquement sur des bases statistiques. De la même façon que, sans doute, dans les images, insérer un item qui a une figure bien circonscrite et bien définie, ça ne peut pas être sur des bases statistiques. Moi, ce qui je trouve vraiment étonnant dans ces images, c'est le mélange d'une espèce de fond un peu indistinct, comme ça, à la Van Gogh, à la Kandinsky, bon, voilà, une sorte d'environnement d'univers générique dans lequel on peut incruster des choses assez précises. Et ça, sans doute, ça répond à des modèles de fabrication hétérogènes et groupés. Oui. Et évidemment, comme ces espèces de quand il y a secret industriel, et donc, mais ça montre aussi que c'est un peu étonnant quand même. Le secret industriel, ça montre que ce n'est pas de l'ordre de la démonstration mathématique, physique ou physicienne, c'est quelque chose d'autre. C'est comme fabriquer une aile d'avion, des turbines, dans un secret industriel, même si on sait dans l'un et l'autre cas, ce que génériquement il s'agit d'obtenir. Et il y a des manuels comme ça, il n'empêche qu'il y ait du secret industriel. Et là, on n'a même pas le jour du manuel dans le cas de Midjourney. Réponse rapide. Oui, réponse rapide. Non, oui, merci. Non, oui, nos deux objectifs, si on peut dire qu'on en a deux, je crois, je parlais aussi pour Enzo et Adrien, et puis s'ils veulent, peuvent ajouter aussi des choses, c'est de faire deux tests. Un test sur ce que les bases de données ont retenu de la production de toute l'histoire de l'art occidental. C'est quand même une question pertinente parce qu'on a la base de données de toutes les images, donc on a toutes les images produites, qui sont les matériels de base pour en produire d'autres. Donc, on ne peut pas sous-estimer que là, il y a tout ce qui a été produit, au moins considéré comme artistique et présent dans les musées. Et ça, c'est le premier problème, tester comment... Non seulement les stéréotypes dans Van Gogh sont retenus par la machine et donc par le codage en embeddings, mais aussi de voir quand on mélange des artistes, qu'est-ce que ça nous révèle de la manière dont justement Kandinsky devient un paysagiste parce qu'il devient globalisant sur un, et Bruegel devient un spécialiste des petites figurines. Donc, je pense sincèrement que plus on insiste, plus on découvre sur la base de données. Sur les modèles, oui, bien sûr, ça nous intéresse aussi de comprendre comment les modèles fonctionnent, et ça n'intéresse pas qu'à moi, ça intéresse justement, j'ai cité Alessandre, je pense à Adrien, etc. Parce que justement, quand tu dis ça s'incruste, des objets, des items s'incrustent sur quelque chose de vague. Est-ce que ça agit vraiment par addition, tout ça? Oui. Ce qui est vraiment étonnant, c'est cette espèce de précision de certaines figures, et sur des fonds qui sont réutilisables. Oui. De collage, brouillage. Oui. Adrien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose de technique? Peut-être il faudrait laisser la parole un peu à Juan, un peu de temps.
Ah non. Je voulais juste dire, en fait, vous faites une évaluation, vous essayez de voir qu'est-ce que ça vaut finalement. L'évaluation est, comment dire,